Le second conflit mondial marque un tournant dans la tactique militaire, et notamment dans le domaine de la guerre sur terre. Après l'expérience meurtrière de 1914-1918, la guerre 1939-1945 et surtout celle de la manœuvre et des blindés. L'armée blindée constitue le fer de lance de la Wehrmacht, selon les conceptions tactiques du Troisième Reich, qui produit des milliers de véhicules blindés comme le char léger Panzerkampfwagen 1. Par une ironie du sort, ce sont les Allemands et non les Britanniques qui vont mettre en pratique les conceptions d'un Anglais, le général Fuller, selon lesquels les blindés doivent être utilisés en formation de masse, dans un mouvement conjugué avec les efforts de l'infanterie, de l'artillerie, du génie et de l'aviation pour percer rapidement le front. En France, le développement des blindés est plus important qu'en Grande-Bretagne, mais les chars français éparpillés dans des unités différentes ne peuvent avoir l'impact de l'attaque massive et audacieuse des panzers allemands. C'est une vraie révolution qui se produit dans les moyens de transport. Le cheval est progressivement remplacé par des véhicules motorisés, autant pour le transport des troupes que pour l'artillerie. La conception et la construction des chars connaissent un réel progrès. Dans les années 30, les armées disposent des chars légers, alors peu protégés et peu armés. Seules les armées soviétiques et françaises disposent de chars lourds, conçus pour le soutien et la protection de l'infanterie. Les performances de l'artillerie anti-chars dépendent de l'épaisseur du blindage des chars. Avant-guerre, ce sont les canons de 40 mm et des canons de fabrication suédoise Bofors de 37 mm qui dominent. Pendant la guerre, le calibre de l'artillerie anti-char augmente pour permettre de percer des blindages de plus en plus épais et performants. Lorsque le 1er septembre 1939, la Wehrmacht attaque la Pologne, elle essaie une nouvelle conception de la guerre, le Blitzkrieg. L'utilisation coordonnée des blindés et de l'infanterie, soutenue par l'aviation, développe une force de frappe que la vaillante armée polonaise ne peut contrer. Lors de la campagne de Pologne, les Allemands lancent 2500 chars organisés en 7 divisions blindées, 4 divisions légères et 4 divisions motorisées. L'équipement de la Wehrmacht est constitué de chars légers, Panzerkampfwagen 1 et 2. Sur la ligne de l'attaque, les Allemands concentrent 3 corps d'armée extrêmement mobiles, dont les ailes sont protégées par des corps d'armée blindés. Cette stratégie provoque l'effondrement de la défense de la Pologne et l'encerclement stratégique de l'armée polonaise. Malgré la rapidité de l'attaque et de la victoire, la Wehrmacht enregistre la perte de 1000 chars et véhicules blindés. Lors de l'agression de la Pologne, le 17 septembre 1939, l'armée rouge dispose des chars BT-7 et T-26. Staline lance sur la Pologne plus de 5000 de ces engins. Dans les années 30, l'Union soviétique attachait une grande importance à la formation des corps d'armée motorisés. Mais dans les années 37-38, un changement intervient dans l'organisation de l'arme blindée soviétique avec la création des brigades blindées et motorisées.
La stratégie du Blitzkrieg, testée en Pologne, confirme son efficacité en 1940, lors des offensives contre la Hollande, la Belgique et la France. Les Allemands ont perfectionné leur tactique. La rupture du front dans les Ardennes et la victoire éclair sur le front de l'Ouest sont essentiellement dues à la coopération étroite entre l'aviation, les forces blindées et l'infanterie, et reposent sur la rapidité, la surprise et l'improvisation. Les blindés français sont supérieurs en nombre face aux chars allemands. Pourtant, les 3500 chars français, éparpillés dans les bataillons de chars de combat et dans les 4 divisions cuirassées, ne font pas le poids face à la stratégie allemande de l'attaque massive des blindés. En avril 1941, l'efficacité de cette tactique est de nouveau confirmée. Les 1200 chars de la Wehrmacht, groupés en 6 Panzer-divisions et 3 divisions motorisées, pénètrent sans difficulté en Yougoslavie. Lors du grand défilé de la victoire à Belgrade, les Panzerkampfwagen 4 type B sont mis à l'honneur. Lors de cette campagne, parmi les unités blindées allemandes, la première division blindée SS Leibstandarte Adolf Hitler obtient une place de choix. En effet, c'est cette division qui ouvre la route de la Macédoine vers la prochaine victime de l'agression hitlérienne, la Grèce. Les véhicules blindés de reconnaissance SD KFZ 232 méritent une attention particulière. Jusqu'à la fin de la guerre, l'armée allemande conservera cet engin particulièrement bien étudié. La variété du matériel utilisé permettra à la Wehrmacht de combattre sur tous les terrains. Lorsqu'en juin 1941, le Troisième Reich attaque l'Union soviétique, l'offensive fondée sur le Blitzkrieg est promise au succès. Les 3400 chars, organisés en 4 Panzergruppen, formant au total 17 divisions blindées et 2 divisions de réserve, obtiennent un succès notable dans la première phase de la guerre. Mais l'étendue du pays va venir remettre en cause la victoire annoncée. La fulgurante progression allemande en Union soviétique s'effectue grâce à l'action combinée des blindés, de l'aviation, de l'infanterie et de l'artillerie. L'armée de terre allemande est soutenue par les milliers d'avions de la Luftwaffe, dont le rôle est de détruire les chars soviétiques et de dégager la route pour les blindés allemands. Les pertes soviétiques sont lourdes, mais avec le temps, l'armée rouge réussit à organiser une défense efficace en utilisant massivement l'artillerie anti-chars et anti-aérienne. L'infanterie russe combat les chars allemands avec de plus en plus de succès. À l'Est, chaque jour, les pertes allemandes s'accroissent. En décembre 1941, elles atteignent déjà 50% des effectifs initiaux de la Wehrmacht. Ces importantes pertes sont dues en partie à la résistance des soldats soviétiques, mais aussi aux conditions climatiques qui jouent un rôle considérable. Au niveau des blindés, ce sont les chars français et tchèques qui s'usent le plus vite. L'hiver russe vient à bout du matériel allemand, même aussi performant que les Panzerkampfwagen 4. Les moteurs de chars ne redémarrent plus, les chenilles gèlent. Le front de l'Est apporte aux Allemands de nombreuses surprises. La première est le nombre de blindés soviétiques. En 1941, l'URSS en possède 20 000, dont 1500 modernes. La seconde surprise, c'est les performances du nouveau T-34 soviétique, rapide et mobile. De plus,
L'utilisation massive de l'artillerie anti-char et de l'artillerie lourde va constituer un obstacle difficile pour les Allemands. Les réserves inépuisables en hommes et la détermination de l'armée rouge décideront du sort de cette guerre. C'est lors de la bataille de Moscou que pour la première fois l'état-major de l'armée rouge applique les leçons tirées de la série de défaites de 1941 et organise des groupes d'action rapides composés de blindés, d'unités d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. Cette bataille de Moscou est capitale dans la campagne de Russie. L'artillerie lourde soviétique y joue un rôle déterminant qui lui vaut, de la part des Allemands effrayés, le surnom d'orgue de Staline. En 1940, les Soviétiques ont décidé de regrouper leurs forces blindées dans des corps d'armée. En 1942, les corps d'armée blindés soviétiques, composés de 3 brigades blindées, deviennent autonomes. L'équipement soviétique en blindés est uniformisé en 1941 et les unités de l'armée rouge sont équipées du nouveau char T-34 et KW. Ces nouveaux blindés sont fabriqués dans les usines d'armement de l'Oural et dans les usines évacuées des territoires occidentaux de l'URSS lors de l'invasion allemande. En 4 années de guerre, ces usines produiront plus de 100 000 chars et quantité de pièces d'artillerie anti-chars. Le déroulement des batailles sur le front de l'Est convainc l'état-major allemand qu'aucun char allemand ne peut se comparer au T-34. Seul le manque de matières premières empêche Hitler de lancer la production des T-34, copiés pièce par les ingénieurs allemands. Les nouvelles technologies allemandes aboutiront toutefois à la production de nouveaux types de blindés. Le PZKW Panther est l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. D'après les Américains, la destruction d'un Panther coûte 5 Sherman américains ou 9 T-34 soviétiques. Les puissants Panzer VI Tigre, appelés Königstiger, Tigre royal, pèsent 70 tonnes et leur canon atteint 88 mm. C'est le char le plus lourd, son blindage est le plus épais. Aucun T-34 ne peut lui résister. Mais, difficile à construire, sa production est réduite d'autant. En 1942, la brillante victoire du 2e corps d'armée blindé SS dans la bataille de Kharkov prouve l'efficacité du dispositif allemand. En juillet 1943, lors de la plus grande bataille de blindés de la guerre, à Koursk, il devient patent que ce sont les Soviétiques qui, dorénavant, dominent la Wehrmacht dans l'utilisation des forces blindées. Les Allemands avaient prévu que l'opération Citadelle devait aboutir à l'encerclement des forces soviétiques dans le fameux saillant de Koursk. Des deux côtés, les forces en présence sont considérables. Les Soviétiques disposent de 1 300 000 soldats et 3 500 chars. Les Allemands réussissent à grouper 2 800 chars et plus de 400 000 soldats. C'est le baptême du feu des Panthères et des Tigres. La bataille commence le 5 juillet 1943. La préparation minutieuse des barrages anti-chars soviétiques et des champs de mines permettent de bloquer l'offensive allemande.
les canons d'assaut anti-chars allemands et les Panthères ne réussissent pas à percer la ligne de la défense soviétique. Le 12 juillet 1943, aux alentours du village de Prochorovka, commence la plus grande bataille de blindés. 1200 chars y participent. Ce sont souvent des affrontements entre de petites unités. Une fois de plus, comme à Kharkov, le 2e Panzerkorps SS se distingue. Les canons allemands de 88 mm infligent d'importantes pertes aux soviétiques. L'issue de la bataille dépend non de la qualité du matériel, puisque les chars allemands sont meilleurs, mais du rapport des forces. Les Allemands ne peuvent que difficilement résister à la tactique adoptée par l'état-major de l'armée rouge et à la supériorité numérique soviétique. Lors du combat, les Russes mettent l'accent, dans un premier temps, sur la défense et sur la puissance de feu de l'artillerie. L'assaut survient après. Les homologues allemands des Katyusha, les batteries de fusées Nebelwerfer, ne peuvent rien contre l'artillerie soviétique. La victoire russe à Koursk est due également à la performance des chars T-34, dont le nombre submerge littéralement les chars allemands. Les pertes des deux côtés sont énormes, mais l'armée allemande privée de réserve est décimée. Les carcasses de chars américains envoyés en URSS dans le cadre du Lend-Lease, le pré-bail, parsèment le champ de bataille. À Koursk, l'armée rouge perd plus de 2000 blindés, 60% des chars présents. Si les pertes allemandes sont moins importantes, la victoire soviétique de Koursk retire à l'Allemagne l'initiative stratégique sur le front de l'Est. À partir de 1943, l'armée rouge repousse l'armée allemande vers l'ouest. Dans la stratégie soviétique, l'aviation adaptée pour la destruction des chars joue un rôle déterminant. Sans égard pour les pertes, humaines ou matérielles, la tactique soviétique se fonde sur un assaut des chars précédé par un bombardement de l'artillerie. C'est cette tactique qui va mener l'armée rouge jusqu'à Berlin. En Afrique du Nord, les conditions d'utilisation des blindés sont différentes. Dans la première phase de la campagne, du côté de l'Axe, combattent des unités blindées italiennes, peu nombreuses et peu performantes techniquement. Dans la défense, les deux adversaires utilisent beaucoup les fils de fer barbelés, les champs de mines, surtout sur les pistes les plus faciles d'accès. Les amplitudes de température, le sable omniprésent et des grandes étendues rendent difficile le ravitaillement et notamment le transport du carburant, ce qui préoccupe les états-majors. La campagne d'Afrique du Nord et les particularités de la guerre dans le désert constituent pour les adversaires un terrain d'essai pour de nouveaux types d'armes. Il apparaît rapidement que l'armée italienne n'est pas en mesure de faire face aux unités britanniques, mieux armées et plus combatives. La situation change avec l'arrivée en Afrique de l'armée allemande. L'Afrika Korps est notamment formé de blindés PZKW 3 et 4. Le général Rommel
attache une grande importance à la guerre tactique et surtout aux manœuvres qui permettent d'éviter la confrontation directe avec les chars ennemis. Cette tactique s'avère efficace et apporte aux Allemands les premières victoires de l'Axe en Afrique. Les chars lourds Matilda constituent l'essentiel des forces blindées en dotation dans l'armée britannique en Afrique du Nord. Les victoires de Rommel obligent les Britanniques à changer de tactique. Ceux-ci craignent désormais de lancer une attaque avec des blindés sans le nécessaire soutien de l'aviation, dont le rôle est de repérer et de neutraliser les lignes de défense ennemies et surtout son artillerie. Avant la bataille d'El Alamein, en automne 1942, le commandant en chef de la 8e armée britannique, le général Montgomery, assure le renouvellement du matériel de ses unités, ce qui lui donne une grande supériorité dans le nombre des chars et dans l'équipement de l'artillerie. Aux 500 chars des forces de l'Axe, dont seulement 200 chars allemands, Montgomery oppose 1030 chars britanniques. Cette supériorité numérique sera décisive dans la victoire de la 8e armée. La grande étendue du front africain, près de 200 km, accentue le rôle du transport dans la guerre moderne. Ainsi, paralyser les voies de transport de l'ennemi devient crucial pour l'issue des batailles. Dans ce domaine, l'aviation alliée est plus efficace que la Luftwaffe. Après l'invasion du Maroc et de l'Algérie, la guerre du désert touche à sa fin. Comme sur d'autres fronts, son issue est liée à la supériorité numérique des forces alliées. Dans la guerre du désert, le char de combat allié le plus populaire est le Sherman. Les Sherman combattent non seulement en Afrique, mais également sur le front de l'Ouest, en Extrême-Orient, et même sur le front de l'Est, puisque dans le cadre du Lend-Lease, les Alliés ont fourni à l'Union soviétique un certain nombre de chars Sherman. La guerre en Afrique aboutit également, à partir de 1942, à une réorganisation des divisions blindées britanniques. Les divisions composées de 2 brigades blindées sont remplacées par des divisions légères, avec une seule brigade blindée, mais complétée par une brigade d'infanterie et un groupe d'artillerie. L'infanterie ne joue alors qu'un rôle complémentaire. C'est elle qui couvre les chars lors de l'assaut et nettoie le terrain conquis. À la suite de leurs expériences dans le désert nord-africain, les Britanniques concluent que la grande mobilité des nouvelles unités blindées ne peut être utile qu'à la condition de bénéficier d'une supériorité numérique. L'adversaire le plus faible en nombre n'a d'autre solution que de défendre ses positions. Dans la campagne d'Italie, qui débute en juillet 1943, les unités blindées alliées ne jouent pas un rôle décisif.
Cette situation est surtout liée à la configuration du terrain, qui empêche une utilisation efficace des chars. Les Apennins et leurs cols étroits limitent considérablement l'utilisation des forces blindées dans l'offensive. En revanche, les adversaires utilisent des unités blindées défensivement. Leur rôle est toutefois limité. Le poids de la bataille repose surtout sur l'infanterie soutenue par l'artillerie. Ce n'est que dans certaines situations particulières, comme à Monte Cassino, que les chars peuvent être utilisés dans les montagnes. Lors des batailles dans les plaines, le char joue un rôle bien plus important. Ainsi, dans la vallée du Liri, où le 13e corps d'armée britannique enfonce la ligne de la défense allemande. Utilisés comme principale arme d'assaut, les chars permettent également de prendre Bologne et Ancône. Plus au nord, la vallée du Pô favorise la progression des blindés. Le plus dangereux ennemi des chars est l'artillerie antiaérienne allemande, dotée de canons de 88 mm convertis en armes anti-chars. Les conditions météorologiques peuvent aussi affecter l'utilisation des blindés. L'automne boueux ou l'hiver avec de la neige ralentissent considérablement la progression des chars et peuvent bloquer une offensive. Lorsqu'en avril 1945, l'offensive décisive en Italie du Nord débute, les blindés y jouent un rôle clé. Pour venir à bout des fortifications, les nouveaux modèles de chars alliés sont équipés de lance-flammes, installés sur le châssis et dénommés Crocodile. Le front italien joue dans les années 43-45 un rôle secondaire dans la guerre contre le Troisième Reich. En revanche, l'offensive au nord de l'Europe, vers le cœur du Troisième Reich, est primordiale et constitue un véritable défi pour les unités blindées. La supériorité industrielle des Alliés leur permet de compléter plus facilement les pertes matérielles. Parmi les nombreux véhicules de combat, les véhicules blindés du type Bren permettent d'accroître notablement la mobilité de l'infanterie. Malgré leur taille peu imposante, leur efficacité sur le champ de bataille est redoutable. Dans l'armée britannique, les chars du type Valentine, chargés du soutien de l'infanterie, reçurent le baptême du feu en Afrique du Nord en 1941. L'efficacité de blindés britanniques et américains est toutefois limitée par la doctrine d'emploi qui ne prévoit pas la création d'unités plus importantes que les divisions. Contrairement aux soviétiques et aux allemands, les alliés ne possèdent ni corps d'armée ni armée blindée. Ceci est d'autant plus étonnant que les terrains de l'Europe du Nord, malgré les fleuves, permettent le déploiement des chars. Les conditions pour de vastes opérations manœuvrantes paraissent idéales. La grande supériorité des Alliés dans la quantité de matériel militaire
joue un rôle crucial dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La technologie allemande, très perfectionnée, ne permet pas à l'industrie nazie de passer à la fabrication de masse. En Normandie, les armées alliées comptent 5300 chars, contre seulement 1500 du côté allemand. La situation est la même pour ce qui concerne l'aviation et l'artillerie. L'Allemagne paye de ne pas avoir pu vaincre la Grande-Bretagne, devenue une base pour les préparatifs de débarquement sur le continent. C'est en effet en Angleterre que sont concentrées toutes les armées dont le but est la libération de l'Europe. En Normandie, le char britannique Cromwell constitue le principal matériel de la 7e division blindée et de plusieurs régiments de reconnaissance. Ils sont construits et armés selon les différentes versions existantes. Les chars américains Sherman s'imposent également lors de la libération de l'Europe. Ils constituent une version plus performante et plus élaborée du Général Grant. Leur particularité est que tout leur armement se situe dans la tourelle. Malheureusement, leur blindage est bien plus facile à percer que celui des chars allemands. Le champ de bataille le démontrera. Face à la supériorité technologique des chars allemands, les batailles dans le nord de l'Europe sont particulièrement acharnées. Plusieurs chars alliés sont victimes de canons de 88 mm allemands. Malgré leur infériorité numérique, les unités blindées SS, comme la 12e Panzerdivision Hitlerjugend, opposent une forte résistance. La victoire sur les Alliés en Normandie donnerait encore aux nazis une chance de rejeter l'envahisseur à la mer et de reconstituer la ligne de défense du mur de l'Atlantique. En Normandie, les armées blindées alliées opèrent dans deux directions. Les Britanniques dans la région de Caen et les Américains dans la direction de Saint-Lô. Cette tactique exige la concentration d'un corps d'armée blindé, improvisé et composé de 3 divisions aux alentours de Caen. Seule la supériorité numérique des chars alliés permet de repousser les Allemands et de mener à terme les manœuvres d'encerclement qui vont isoler dans la poche de falaise une partie des unités allemandes, tandis que les autres sont détruites. La victoire des Alliés qui réussissent à percer la défense allemande et peuvent ainsi continuer la poursuite vers le nord et l'est n'est pas aisée. Plus de 2 mois de batailles acharnées prouvent que malgré leur nombre réduit, les Allemands ont farouchement résisté et que la valeur combative de la Wehrmacht reste importante. Les forces blindées jouent un rôle considérable pendant le soulèvement de Paris.
La garnison allemande dispose de 80 chars. Le 25 août, c'est la 2e division blindée, commandée par le général Leclerc, qui apporte la liberté à la capitale française. En Belgique et en Hollande, le dense tissu urbain constitue un obstacle pour les blindés alliés. Le grand nombre de fleuves et de canaux ralentit également leur progression. Avec la contre-offensive allemande dans les Ardennes en décembre 1944, il devient évident pour l'état-major allié que sans l'utilisation adéquate des blindés, on ne peut pas espérer une fin rapide de la guerre. Les Allemands, dans un ultime effort, ont regroupé sur le front 1750 chars. L'avant-garde est confiée aux unités les mieux armées, les Waffen-SS. Les Alliés, avec tous les renforts disponibles, concentrent sur le front 3000 chars. Mais c'est surtout l'aviation qui va leur permettre de remporter la bataille. Le camouflage des chars américains, souvent improvisé et plein d'humour, les distingue des chars allemands peints en blanc. Dans la dernière phase de la guerre, les Alliés disposent de 10 fois plus de chars que les Allemands. Pendant le franchissement du Rhin, les Alliés présentent 5000 chars contre 500 chars allemands. Le général Patton, commandant en chef de la 3e armée américaine, utilise ses blindés avec son énergie légendaire. Sur le front de l'Est, la supériorité numérique de l'armée rouge joue aussi un rôle décisif. L'URSS fabrique en masse des chars, des canons et des avions. Dans la dernière phase de la guerre, toutes les offensives soviétiques sont fondées sur le même scénario. La préparation d'artillerie, meurtrière et épuisante pour l'ennemi, dure plusieurs heures. Elle prépare le terrain pour l'attaque massive des chars, soutenue par l'artillerie mobile, l'infanterie et l'aviation. Jusqu'à la fin de la guerre, le T-34, simple et mobile, reste le char de dotation de l'armée rouge. Progressivement amélioré, il est équipé, à la fin de la guerre, du canon de 85 mm, mieux adapté pour l'offensive. Dans le face-à-face, les panthères ou les tigres allemands l'emportent fréquemment sur les blindés soviétiques, dont les carcasses couvrent les champs de bataille plus souvent que les chars allemands. La tactique soviétique préconise donc d'éviter les affrontements directs et d'arrêter le char ennemi par un feu frontal qui doit permettre à des véhicules blindés de l'encercler et de l'attaquer par derrière, dans ses endroits les plus vulnérables, pour atteindre le moteur.
Outre les chars, les deux adversaires utilisent des canons mobiles, faciles à fabriquer et aptes au soutien de l'infanterie. Les blindés sont toutefois limités. Leur utilisation doit réunir plusieurs conditions, à commencer par l'approvisionnement en carburant, en munitions et en pièces détachées. Parfois, une simple ligne de chemin de fer constitue pour eux un obstacle. En janvier 1945, l'armée rouge possède 7 fois plus de chars que l'armée allemande. Dans l'offensive sur Berlin, la proportion est semblable. Les 2000 chars soviétiques détruits lors des combats en constituent la meilleure preuve. La Seconde Guerre mondiale consacre les blindés comme un élément décisif sur le champ de bataille moderne. Mais les années 1939-1945 marquent également le développement d'une force nouvelle, les unités aéroportées. Les parachutistes permettent de déplacer rapidement le terrain de bataille de plusieurs kilomètres sur les arrières de l'ennemi. Les premières unités aéroportées apparaissent dans les années 30. C'est l'armée rouge qui en fait la première utilisation en 1936. Les Allemands vont poursuivre l'effort d'innovation des Russes. Leurs troupes aéroportées sont rattachées à la Luftwaffe. L'utilisation des troupes aéroportées pendant la campagne de mai-juin 1940, à l'ouest, permet aux Allemands de s'emparer facilement des ponts et des fortifications en Hollande ou en Belgique, comme à Eben-Emael. En 1941, l'opération aéroportée en Grèce aboutit à la prise de Corinthe. Lors de telles opérations, la difficulté principale consiste en l'approvisionnement des parachutistes en armes, largués séparément. Il faut alors chercher les conteneurs de munitions sous le feu ennemi, ce qui s'avère difficile, voire impossible. L'opération la plus spectaculaire des unités aéroportées allemandes reste cependant l'invasion de la Crète, en mai 1941. Elle provoque toutefois des pertes tellement élevées que Hitler donne l'ordre de ne plus utiliser les unités parachutistes. Les unités d'élite, les commandos, apparaissent en 1940 en Grande-Bretagne. Face à la supériorité numérique et technologique écrasante de la Wehrmacht, ces petites unités mobiles sont capables d'effectuer des actions surprises, rapides et destructrices sur les arrières de l'ennemi. Leurs missions sont précises: la destruction des objectifs stratégiques, puis le retrait rapide en évitant la poursuite. Parmi les actions les plus spectaculaires de ces unités spéciales, il faut noter le raid sur les îles Lofoten en 1941 ou l'attaque à Saint-Nazaire en 1942. L'entraînement des unités spéciales est difficile et comprend souvent un volet d'exercice de haute montagne nécessaire dans l'action. Leur mission consiste à débuter l'assaut et à préparer le terrain pour les autres unités d'infanterie. À partir de 1943, il est fait moins souvent appel aux commandos. Ces unités s'entraînent surtout en vue de la future invasion du continent. Après le débarquement en Normandie,
Les hommes des unités spéciales sont parmi les premiers à franchir les fleuves allemands, le Rhin et l'Elbe. Leur préparation et leur méthode d'action leur permettent de se sortir des situations les plus délicates. Même lors du débarquement canadien à Dieppe, en août 1942, lorsque l'infanterie est décimée, les unités spéciales réussissent à rembarquer. Alors que les Allemands suspendent les opérations aéroportées, les Alliés effectuent plusieurs parachutages. 2 divisions américaines et 1 britannique participent au débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Quelques mois plus tard, en septembre 1944, en Hollande, l'opération aéroportée Market Garden aboutit à la prise de pont sur le Rhin. À Arnhem, 2 divisions américaines parachutistes réussissent leur mission. En revanche, la première Airborne britannique doit faire face aux unités du 2e Panzerkorps allemand et subit de grandes pertes. La bataille d'Arnhem démontre les failles de la stratégie des forces aéroportées. Même des parachutistes bien équipés et entraînés ne peuvent tenir longtemps sans le renfort de troupes terrestres conventionnelles. Privés de l'armement lourd, ils ne sont pas en mesure de faire face aux chars des divisions allemandes. À Arnhem, les parachutistes ne disposent pas d'avions d'observation pour diriger leur artillerie et leurs transmissions radio sont inadaptées. En conséquence, les équipements, matériels et munitions largués aux parachutistes tombent souvent aux mains des Allemands. De plus, le soutien aérien rapproché est inexistant. À Arnhem, quand les forces britanniques sont à portée de leur artillerie, aucune communication ne peut être établie pour diriger les tirs. Lors de cette bataille, la première division aéroportée perd 75% de son effectif. Les succès et les défaites des parachutistes et des commandos pendant la Seconde Guerre mondiale constituent le point de départ d'analyse et de réflexion qui aboutissent aujourd'hui à la création d'unités mieux organisées, mieux armées et surtout mieux encadrées.